Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. 29. Finances, mobilité et projets d'éducation universitaire. Le regard des historiens 2012. 28. Les chantiers du numérique. Dématérialisation des archives et métiers de l'archiviste 2012. 27. La valorisation des archives. Une mission, des motivations, des modalités, des collaborations. Enjeux et pratiques actuelles 2012. 26. Dans l'atelier de l'historien contemporanéiste. Parcours d'historien de l'Université catholique de Louvain 2012. 25. Les maltraitances archivistiques. Falsification, instrumentalisation, censure, divulgation 2010. 24. L'erreur archivistique. De la compréhension de l'erreur à la perception et à la gestion des incertitudes, 2009. 23. Les archives audiovisuelles. Politique et pratique dans la société de l'information, 2009. 22. L'avènement d'une ville universitaire. La création de Louvain-la-Neuve, 2009. 21. L'Institut supérieur de philosophie de Louvain, 1889 à 1968. Inventaire des archives. Introduction historique, 2008. 20. L'Université catholique de Louvain et la coopération au développement. Entre microcosme des relations internationales et laboratoire d'innovation sociale, 1908 à 1981, 2008. 19. L'illusion identitaire des étudiants francophones. Le mouvement des étudiants universitaires belges d'expression française, MUBEF, 1961 à 1974, 2008. 18. Les engagements étudiants. Des pratiques et des horizons dans un monde globalisé, 2008. 17. De l'UCL aux États-Unis. Les boursiers de la BAEF de 1964 à 1969, 2007. 16. Les archives d'entreprise. Entre gestion patrimoniale et veille technologique, 2007. 15. La lettre et l'intime. L'émergence d'une expression du fort intérieur dans les correspondances privées, 17e-19e siècle, 2007. 14. Les relations de Louvain avec l'Amérique latine. Entre évangélisation, théologie de la libération et mouvements étudiants 2006. 13. La formation des archivistes. Pour relever les défis de la société de l'information, 2006. Cet ouvrage rassemble les textes des communications présentées lors des journées des archives de l'UCL, les archives personnelles. Enjeux acquisition, valorisation qui se sont tenues à Louvain-la-Neuve les 19 et 20 avril 2012. Ces journées d'études ont bénéficié du soutien du Fonds national belge de la recherche scientifique, FNRS. Table des auteurs. Diane Baillargeon est la directrice de la division de la gestion de documents et des archives à l'Université de Montréal. Elle s'engage activement dans les associations archivistiques québécoises et internationales. Pierre-Édouard Bourg est chercheur au laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie, Archives Henri Poincaré à Nancy. Carole Couture est professeur honoraire de l'Université de Montréal. Il a été conservateur et directeur général des archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Banque, du 31 janvier 2006 au 31 janvier 2012. François Danis, juriste de formation, est le secrétaire général de la Fondation Paul-Henri Spaak. Vincent Dujardin est historien, professeur à l'Université catholique de Louvain où il préside l'Institut d'études européennes. Il est également professeur invité à l'Université Jagiellon de Cracovie et à l'Université Szeged en Hongrie. Florence Gillet, historienne et collaboratrice scientifique au CEGES, Centre d'études et de documentation Guerre et société contemporaine, et vice-présidente du Conseil des centres d'archives privés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Françoise Achir, AUX, historienne, fait partie des archives de l'Université catholique de Louvain. Christian Autin, archiviste et paléographe, est conservateur du patrimoine à la Direction générale des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication, France.
Caroline Julien est chercheuse au laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie, Archives Henri Poincaré à Nancy et chercheur postdoctoral à l'Université de Liège. Dirk Leuten, historien, est collaborateur scientifique au CEGES, Centre d'études et de documentation Guerre et société contemporaine, et professeur invité à l'Université de Gand. Florence Loriot, historienne, est collaboratrice scientifique au CARHOP, Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire. Christine Machiels, historienne, est la directrice du CARHOP, Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire. François Noirjean est archiviste cantonal du Jura, Suisse. Bernard Remiche est professeur à la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, membre du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle de Belgique, rapporteur dans de nombreux colloques internationaux consacrés à cet objet. Paul Servet, historien, est professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Il dirige les archives de l'UCL et est membre du Conseil des centres d'archives privés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il co-préside à l'UCL la maîtrise en sciences et technologies de l'information et de la communication, finalité archivistique. Jean-Marie Yante est professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université du Luxembourg. Il co-préside à l'UCL la maîtrise en sciences et technologies de l'information et de la communication, finalité archivistique. Jean-Daniel Zeller est archiviste des hôpitaux universitaires de Genève et professeur à la Haute École de gestion de Genève. Les archives personnelles, miroir des valeurs et des attentes de l'Occident. Une histoire culturelle et archivistique. Françoise Achier, AUX. Quand on dit tout est archive, l'archive sort du territoire de l'Archon. Tout le corps social devient producteur d'archives. Claude Millet. Toutes les archives sont importantes dans un monde soumis à la complexité et l'interdépendance, et dans une société qui veut être démocratique. Mais les archives des personnes exercent un tropisme fort et très particulier qui exprime de plus en plus marqué le souci de l'individu et la recherche d'une histoire attentive aux hommes. Les archivistes veulent les rencontrer. Commence alors l'aventure, car le monde des archives personnelles déborde tous les cadres. Introduction, l'acte d'une personne. L'importance attachée à la trace personnelle s'inscrit dans la longue histoire occidentale de la promotion de l'individu au cours de laquelle le christianisme, puis la sécularisation, ont posé la prééminence du sujet et de la conscience, la dignité de chaque individu et défini les droits et les responsabilités qui en résultent. Pour le dire autrement, l'individu compte aux yeux de la société et de l'intéressé. L'individualisme contemporain est la généralisation et la figure la plus récente d'une intériorisation qui prit lentement corps. Georges Duby et Philippe Braunstein en ont retracé le long mouvement qui débuta au XIIe siècle et s'affermit peu à peu au sein de la nouvelle société urbaine. Ils pointent et exposent les effets qu'ont exercé l'humanisme civique, l'homme est un acteur, les valeurs et les pratiques des marchands, c'est le début des livres de raison, la culture universitaire, la dispute valorise l'expression personnelle, et la pastorale des ordres mendiants qui promute la conversion des cœurs, l'oraison privée et les exercices de progrès spirituel. La Renaissance, la réforme protestante puis la réforme catholique accélèrent et approfondissent le mouvement. De Descartes à Kant, les philosophes le portent sur le terrain de la conscience et de la connaissance. Que peut un sujet? Quels sont ses droits imprescriptibles? Demande le XVIIIe siècle. En quelques décennies, le droit naturel, la philosophie politique, les nouvelles institutions anglaises, la Révolution américaine et la Révolution française instituent le sujet politique, citoyen né libre et égal, doté de droits fondamentaux. Peu à peu, la modernité brisa tous les chaînons pour faire de l'individu un être libre et souverain aspirant à devenir son propre centre. L'individu devint aussi une totalité indivisible, corps et esprit confondus, et l'âme déserta la surnature pour s'incorporer dans l'individualité. La théorie de l'inconscient de son côté, construisait une nouvelle réalité du sujet dont le pivot était la division d'avec soi, faite d'altérité à soi et d'opacité constitutive. Enfin, l'essence humaine perdit sa prééminence face à un modèle dynamique qui mettait au premier plan l'existence et le changement.
L'humanité se produisait elle-même dans le temps, et elle apprenait à se connaître à travers ce parcours en s'y réfléchissant. L'histoire sort toute de l'action des hommes, et c'est l'humanité et rien d'autre qui se fait au travers de ce travail collectif. La société se détourna du passé de la tradition, pour se tourner vers le futur de la production. Pour les sujets, la question ne fut plus « que dois-je faire ?» mais « que vais-je faire de ma vie ?» L'historicité secréta une condition d'affection, de travail, de production et d'économie. Cette reconnaissance engageait le sujet religieux et moral, puis le sujet philosophique et politique furent enjoints d'analyser et d'évaluer leur conduite et de raisonner leurs projets. Le grand tournant s'amorce dès le XIIIe siècle sous la forme du passage à la confession privée. Mais à côté du moi qui s'appuie sur la conscience responsable et la raison, existe le soi. L'individu se ressent et éprouve le fait d'être, expérience vitale et singulière entre toutes. Le domaine du soi est la psyché. Tous les sentiments s'y engouffrent. La joie comme la douleur, le désir, la nostalgie, les regrets, l'orgueil comme la honte. La porte est ainsi ouverte à l'expression de la vie intérieure, dans des documents d'auto-écriture. L'individu se sent aussi inscrit dans un flux d'histoire. Pour nous en tenir à l'Occident, le récit rétrospectif de soi, spectaculairement représenté par l'autobiographie d'Abélard, débute au XIIe siècle sur le modèle des Confessions de saint Augustin, emprunte un détour lignagé et trouve sa forme à l'époque de Dante et de Pétrarque. Un autre genre le rejoint et s'attache à la documentation et l'interprétation du présent, le commentaire. Les marchands qui conservent soigneusement les documents nécessaires à leurs affaires consignent aussi, parfois dans les mêmes registres, les événements qui jalonnent la vie de leur famille et laissent transparaître les ambitions et les tactiques. Les livres de raison font depuis plusieurs années l'objet de l'étude attentive des historiens tant il est vrai que leur contenu est incomparable, ils n'émanent pas des autorités, mais ils indiquent comment l'individu moyen comprend l'exercice du pouvoir. Ils ne traitent ni de dogmes religieux ni de théories scientifiques, mais ils reflètent leur inculturation populaire et ils exposent, au fil de recettes et d'adages, les rapports d'une société aux fondamentaux du corps et de la santé. Les productions personnelles par ailleurs constituent un des marqueurs les plus fins de l'émancipation séculaire des sujets. Elles ont aussi leur historicité. La revue Temporalité rappelle que le récit de soi a sa propre histoire et demande, si l'autobiographie comme roman de formation définit le genre par excellence de la modernité, quel est celui correspondant aux temporalités actuelles, marquées par la fragilisation des trajectoires ? L'écriture personnelle et familiale est réservée. La couverture du livre des Valoris à Florence précise « Ce livre ne peut être montré à personne ». L'essentiel est souligné par Philippe Lejeune. Les journaux réels ne sont pas faits pour être publiés ou pour séduire, ce sont des actes de la vie privée, des conduites qui passent par l'écriture. Actes et conduites de l'individu, les mots-clés sont là. L'écriture personnelle au sens large d'une expression qui laisse une trace durable, correspond à des nécessités intérieures extrêmement puissantes. Personne ne peut me prendre mes souvenirs, et personne ne peut comprendre mon chagrin. Elle accompagne les hommes et les femmes dans leur réponse au besoin vital de contenir le débordement, l'entropie ou l'excessive singularité des choses et de donner un peu de stabilité aux mouvements qui les emportent nécessairement. Elle est aussi l'outil de tous ceux qui peuvent se satisfaire de vivre simplement, cette simplicité n'existe pas, et entreprennent d'explorer un pourquoi infini et s'engagent dans une réflexivité qui les conduit là où la vie ne mène pas, pour le meilleur, l'acquiescement à un besoin intérieur, et pour le plus dur, un certain écart, parfois l'isolement et la solitude, le renoncement à l'action simple et joyeuse. Le propre de la réflexivité, c'est d'élaborer un espace vide, entre son propre chemin et les bruits de la société. Rappelons-nous enfin que le geste d'écrire, au sens le plus large, demeure largement opaque pour celui qui le pose et répond au plus profond, à des besoins et des désirs confus et non thématisés. Une anthropologie de l'écriture en temps de guerre, de grandes crises et de changements de société comme le XXe siècle les a enchaînés, nous apprendrait beaucoup sur l'inquiétude qui nous habite tous, parce que devons d'une façon ou une autre répondre à la question du sens de notre existence. 1. La constitution en patrimoine des archives personnelles. La civilisation de l'écrit a pris la valeur principielle du document qui subsiste, et en inculqua le respect. Aussi,
Les archives privées ont-elles existé longtemps avant que les sociétés modernes n'entreprennent aussi de les conserver au titre de patrimoine commun? 1.1. Le point de vue collectif et archivistique. Dès le XIXe siècle, l'évidence est installée. Les archives privées constituent une ressource indispensable pour la recherche et un bien patrimonial commun. L'archive change de paradigme. Sans quitter l'univers de l'administration de la mémoire publique, elle entre dans l'univers du sensible, de l'intime, du personnel, et se pare de leur tout nouveau prestige. Le mouvement ne cesse depuis de se renforcer. Le mot mémoire est utilisé partout et beaucoup de rhétorique l'accompagne. Constate aujourd'hui Béatrice Barbalato et Albert Mingelgrün qui nous invitent aussi à considérer le mirage des archives. Que nous dit cette attente pressante? Et à quel état de notre rapport à la mémoire et à l'identité correspond-elle? Vers 1970, la prise de conscience de l'ampleur et de la portée des mutations de tous ordres que connaissaient les sociétés occidentales fit le succès du terme de patrimoine qui sortit des études notariales pour couvrir les villes et les campagnes, le matériel puis l'immatériel, cependant que les transformations à l'œuvre parmi le paysage culturel favorisaient l'émergence de nouveaux métiers et la création de nouvelles instances dédiées au patrimoine. Celui-ci tirait sa puissance symbolique de la notion, proche mais d'ordre différent, de mémoire collective dont la grande séduction résultait elle-même de la rencontre des courants qui avaient façonné et habité la société démocratique du dernier tiers du XXe siècle. Un consensus très large opposait la mémoire collective à l'histoire considérée comme une production savante confisquée par des spécialistes, en même temps qu'un instrument d'embrigadement dont les deux guerres mondiales avaient montré l'affreuse nocivité. La mémoire, au contraire, était réputée l'affaire de tous, ce qui la rendait vraie puisqu'elle échappait au pouvoir par pétition de principe. On la voulait aussi émancipatrice et ses racines puisaient dans le grand socle de la modernité philosophique, qui pose que l'humanité se produit elle-même et qu'elle apprend à se connaître à travers ce parcours. Mais cette historicité à son tour connut bien des évolutions, et dans les années 1970, chacun ne pouvait que constater le déclin des anciennes solidarités au profit d'un individualisme radical qui, par réaction, donnèrent aux collectes de témoignages des accents tout à la fois nostalgiques et contestataires. 2 décennies plus tard, s'imposerait dans un environnement globalisé, le paradigme de patrimoine mondial, matériel, 1992 et immatériel, 2003. La prise en compte publique des archives personnelles a elle aussi une histoire faite de l'élargissement progressif à partir de la fin du XIXe siècle, de la reconnaissance des documents définis comme l'autre, des archives publiques. À présent, l'archive reçoit le sens le plus large et l'archiviste a le devoir, parfois inscrit dans la loi, de traiter toutes les archives sans distinction de type ou d'origine. L'institutionnalisation des archives privées signifia l'enclenchement d'une politique publique de collecte et d'acquisition et le développement d'aides aux détenteurs individuels et aux centres d'archives privés, sous forme de subventions et de partenariats liés à des actions de valorisation. La grande poussée des mémoires collectives dans les années 1970 donna lieu à de multiples productions liées à la parole à la première personne, entre la collection Terre humaine, au succès emblématique dans le domaine francophone, programmes de radio et de télévision locales elles-mêmes en plein essor, collecte testimoniale des écomusées et travail des associations, en particulier de celles attachées à la cause des femmes autour des récits de vie. En 40 ans, le champ des intérêts n'a cessé de s'élargir et s'est parfois déplacé de la considération de ce qui meurt à celle de ce qui s'est passé. De la découverte un peu décalée et sans grand enjeu de la vie agricole ou industrielle des grands-parents à la volonté de savoir comment le pays a été conduit depuis 1945 dans les grandes mutations qui ont véritablement révolutionné la vie publique et privée. Patrimonialisation oblige. On recueille aujourd'hui le témoignage des habitants des barres d'immeubles que l'on détruit en interrogeant aussi les préfets et autres directeurs d'administration qui ont planifié la création des banlieues, voici 30 ou 40 ans. 1.2. Une définition et une typologie. Il était entendu que les journées 2012 des archives de l'UCL s'attacheraient aux archives personnelles, c'est-à-dire aux documents produits et conservés par des personnes. Ces archives se distinguent des informations sur les individus, documents administratifs, dossiers médicaux, aussi bien que des archives d'entreprises et d'associations, qui sont aussi qualifiées de privées parce qu'elles n'émanent pas de la puissance publique et sont généralement ou originairement détenues en des mains privées.
Plusieurs recouvrements sont donc à l'œuvre. Une archive peut être privée du fait de son producteur ou de son propriétaire. Par ailleurs, privé peut, mais ne doit pas nécessairement signifier personnel. Des nuances ajoutent à la complexité et opposent public et privé selon un critère d'intention et de retentissement, parce que ces gestes d'égo-écriture échappent à l'observateur et n'ont aucune vocation à faire publicité, on dit d'eux qu'ils sont privés. La palette des archives personnelles est très large et en développement constant, dans un esprit qui trouve sa concrétisation, par exemple, dans la Déclaration universelle sur les archives adoptée par l'UNESCO le 10 novembre 2011 qui recommande de reconnaître comme archive tout ce qui permet de documenter l'ensemble des domaines de l'activité humaine. L'inventaire des types d'archives privées comprend dès lors, et évidemment, tout le champ de l'écriture à la première personne. Correspondance, journal, mémoire, dessin, photographie et toute la gamme des productions dites d'amateurs qui inclut les blogs ainsi que les innombrables clichés, vidéos, musique postés sur la toile. Il inclut les documents de famille compris comme tout ce que l'on a souci de conserver du fait de son appartenance familiale et des sentiments qui s'y attachent. Avis de mariage, de baptême ou de décès, carnets scolaires, coupures de journaux, et s'étend non sans contestation juridique, aux œuvres de l'esprit et aux traces du travail intellectuel telles que les collections de notes et de papier, voire la bibliothèque des chercheurs. En réalité, il existe plusieurs acceptions de la notion d'archives personnelles et plusieurs typologies. Une des sources décisives de leur divergence réside dans le fait que leurs auteurs puisent ou non leurs réflexions dans une culture juridique et appartiennent ou pas à des structures publiques d'archives. 1.3. Quelques questions. Privé consonne avec propriété et soulève la question juridique des droits afférents. Les conflits à cet égard se multiplient et nous interrogent quant à la façon de respecter à la fois le droit à l'information de chacun et la propriété des ayants droit, ce qui soulève à son tour d'autres questions comme le droit d'auteur et la protection des œuvres. Tout cela s'articule à des dimensions très concrètes. Où déposer les archives ? Dans quel cadre en communiquer et valoriser le contenu ? Comment satisfaire aux droits de chaque partie ? Les conflits autour des archives de Roland Barthes en fournissent une illustration exemplaire, mais les choses peuvent aussi très bien se passer comme on le voit dans la collaboration entre les archives littéraires suisses et le Centre Robert Walser. Les frontières sont parfois indécises entre privé et public comme on le voit, notamment dans le cas des papiers des hommes et des femmes politiques, des militants et des responsables d'associations. Plus que leur propriété, c'est l'accès à ces archives qui est aujourd'hui en jeu alors que la loi pose une exigence de transparence de la vie politique et publique. Ceci nous rappelle l'importance des cultures ou des traditions archivistiques, et il est intéressant de lire sous ce rapport les angles de vue différents sous lesquels on aborde les papiers des chercheurs en France et au Québec. Privé renvoie aussi à respect de la vie privée, une notion qui concerne aussi bien la vie privée du producteur du fonds que celle de tiers cités ou apparaissant dans le fonds d'archives. Le droit de chacun au respect de la vie privée, inscrit dans de nombreuses législations, détermine un ensemble de prescrits relatifs à la création, l'accès et l'exploitation de documents touchant aux personnes, tout en définissant aussi les limites au respect de la vie privée. L'application de ces principes se heurte à beaucoup d'obstacles dont le moindre n'est pas l'enchevêtrement de réalités antagonistes ou paradoxales, lorsque par exemple, des enregistrements illégaux sont reçus en justice. Ces dernières années, les juristes se sont, quant à eux, saisis de la problématique des menaces profilées à l'encontre du droit à l'oubli que contient potentiellement la consultation des informations liées aux usages du web. Nous voulons soutenir que l'une des conditions nécessaires à l'épanouissement de l'autonomie individuelle est pour l'individu la possibilité d'envisager son existence non pas comme la confirmation ou la répétition de ses propres traces mais comme la possibilité de changer de toutes, d'explorer des modes de vie et façons d'être nouveaux, en un mot d'aller où on ne l'attend pas. C'est bien ce droit à une seconde chance, la possibilité de recommencer à zéro, qu'il importe de restaurer ou de préserver non seulement pour des personnes ayant purgé une peine criminelle, mais pour l'ensemble de la population dès lors qu'augmente la capacité de mémoire digitale. Le débat s'élargit ensuite à la réutilisation et à la commercialisation des données, et déclencha un travail législatif et réglementaire lequel, à son tour, ouvre aujourd'hui de nouvelles questions. Le 27 février 2013,
l'Association des archivistes français a ainsi fait connaître son inquiétude devant les mesures d'anonymisation et de destruction des données personnelles qu'envisagent la Commission européenne et le Parlement européen pour préserver les citoyens face à l'exploitation qu'en font, potentiellement et réellement, les grands opérateurs du web. Au nom du droit à l'oubli, quel patrimoine pour l'Europe de demain ? Certes, les documents concernés ne sont précisément pas ceux que nous avons voulu recouvrir du terme générique d'archives personnelles lors de nos journées d'avril 2012, et il faut soigneusement éviter de les confondre pour mener une réflexion utile. Un fait demeure, massif et puissant, les archives sont comprises dans un univers marchand. La pertinence de leur valeur patrimoniale, leur importance pour la connaissance, leur nécessité pour la vie sociale, économique et technique, ne seront défendus valablement qu'au prix de regarder cette réalité en face. La définition en creux de l'archive privée et personnelle par distinction de l'archive publique instaure quelquefois une hiérarchie qui la déprécie. Le producteur n'est pas en cause ici. Le propriétaire l'est parfois un peu, du moins dans des pays de forte tradition étatique. Mais ce qui joue avant tout réside dans les possibilités plus ou moins accomplies de les classer et les décrire en toute rigueur. Les communications de Jean-Marie Yant et de Christian Autin apportent deux éclairages intéressants sur cette réalité de la pratique archivistique. Le privé est-il ce qu'il importe à tout prix de transformer en bien public ? Christian Autin, Yann Potin et d'autres s'interrogent sur la part éventuelle de prédation que recèlent à leur insu et à leur corps défendant la collecte des archives privées que mènent les archivistes dans l'exercice le plus strict de leur mission. À quelles conditions et sous quel rapport la parole d'une personne peut-elle devenir le patrimoine des autres ? Que devient ce qui passe aux archives ? L'écriture de soi ne relève ni de l'ordre chronologique ni de l'ordre logique. Son moteur est l'interrogation et non l'enquête. Elle n'atteint pas la réalité, mais la vérité intérieure de son auteur. Philippe le Jeune proclame en toute connaissance de cause : « Je ne suis pas une source ». La mutation conceptuelle qui accompagne l'entrée d'une trace personnelle dans une structure qui n'est pas celle que son producteur lui avait d'abord ménagée, implique une perte qui interroge le rapport à la parole et au témoignage autobiographique en dehors de l'intimité de confidence et lorsque le récit se fait document au profit de tiers imprécisés et par le truchement de médiateurs. 2. Le traitement des archives personnelles. Quelques dimensions. Les archives publiques et des centres d'archives privés se préoccupent aujourd'hui de l'acquisition, de la conservation et de la valorisation des archives personnelles. Si les grands principes archivistiques attachés à ces fonctions sont de rigueur, la dissémination de l'information, l'absence de procédures standardisées de versement ou d'acquisition, l'intervention de données particulières, au sens propre, dans l'évaluation, le tri et la description et le point important du droit de propriété et du droit d'auteur imposent bien des nuances. 2.1. L'acquisition, la conservation et la description. En matière de documents personnels, la collecte sous toutes ses formes, par achat, don, dépôt, legs, échange, est la pierre de touche de l'exercice des responsabilités des archivistes et des archives. Toute la littérature, dans l'ensemble des cultures archivistiques, y insiste. Deux attitudes coexistent. La première confère aux archives publiques la mission de conserver les documents personnels au nom de leur responsabilité universelle. La seconde privilégie la conservation particulière par les individus, les familles ou les centres privés. Leurs implicites diffèrent, et si l'une évoque le risque de balkanisation des archives et met en exergue la vocation sacrée des dépôts publics, l'autre plaide les vertus du proche et du mieux connaissant. Mais on assiste aussi à la montée en puissance d'une troisième voie, faite de collaboration, d'organisation des complémentarités, de partage des responsabilités et de coordination des tâches, dans la visée de répondre à la fois à l'explosion documentaire, à la définition très large et très exhaustive que l'on donne aujourd'hui à la notion d'archive et aux missions mémorielles dont les sociétés investissent les archivistes. La loi et les mandats institutionnels précisent les responsabilités des établissements d'archives publiques et préconisent les collaborations. La loi fédérale suisse met en avant la notion de politique de mémoire de la vie privée, qui est sans doute celle la plus à même de relier les établissements d'archives et les documents personnels. Elle recommande ensuite, comme bien d'autres, de coordonner tout ce qui sera entrepris afin d'atteindre réellement à cette politique. Que signifie et implique cette coordination ?
Elle comprend un volant archivistique déterminant, les politiques d'établissement, des répartitions motivées entre archives d'intérêt national et local, des règles et des préconisations pour le recueil des archives de personnalités de stature publique, l'éclairement des choix des donateurs, des contraintes budgétaires, le fait que les archives ne sont pas les seules institutions patrimoniales et le profit qu'il y a de travailler en réseau, la réflexion archivistique n'étant pas de trop. Mais elle concerne aussi tout ce qui contribuera à ce que la constitution des fonds constitue un tout cohérent fait de liberté et de devoir. C'est pourquoi elle accordera le plus grand prix au sens de cette patrimonialisation, sans lequel l'acquiescement libre à ce devoir ne pourrait être consenti ni par les particuliers ni même par les archivistes. La convergence toute récente qui vient de s'opérer entre les outils informatiques domestiques et l'usage privé du web entraîne l'accroissement saisissant du volume de production personnelle, ce qui pose frontalement la question de la conservation de celle-ci. L'hypothèse d'un stockage intégral est aberrante sous tous les aspects, technologiques, financiers et archivistiques. Son coût environnemental, par exemple, serait exorbitant et l'indexation imposerait des charges insupportables. Mais avant tout, elle pose une question inédite dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Jusqu'à présent, l'individu ou l'archiviste se préoccupait de documents conçus peu ou prou pour durer. Mais aujourd'hui, les tweets, les vidéos de YouTube, les photos déposées sur Flickr, les détournements de séquences sont intrinsèquement inscrits dans une logique de flux, c'est-à-dire de mouvement, d'échange, de changement et de mutation incessants. Comment donner sens à l'archivage ? L'évaluation, cet exemple le montre, mais la question est en réalité globale, est une opération essentielle dans le cas des archives personnelles. Et comme elle repose sur de tout autre fondement que le tri des documents administratifs, il se pourrait, comme le suggère Robert Kretschmar, que l'archiviste historien se voit couronné d'honneurs nouveaux. Mais à côté des compétences et de l'expérience individuelle, se développent aussi des outils dont la méthode Minnesota fait partie pour l'évaluation des archives socio-économiques. Parce que chaque fonds est unique en ce qu'il a été librement constitué et n'a, par exemple, dû répondre à aucune prescription administrative, l'organisation primitive des archives personnelles mérite une attention très soigneuse. Leurs producteurs ont gardé et éliminé des documents et d'une façon ou d'une autre, ce qui inclut aussi le désordre et la friche, ils les ont classés. Ainsi marqués, ces archives disent quelque chose. Jean-Claude Kaufmann, rappelle Christian Autin, a montré toute la place que tenaient les processus de rangement dans l'organisation de la personnalité, et combien cette activité en apparence anodine, paraissant aller de soi, obéissait en fait à une logique très complexe et contribuait beaucoup à structurer l'individu. C'est pourquoi, l'échange de paroles et l'information vive sont déterminantes au moment du versement. François Beauce et Geneviève Perret l'expliquent dans leur présentation des actions des archives de la vie privée en Suisse romande. Les informations recueillies seront les plus précieuses et les mieux venues pour opérer le classement et concevoir l'inventaire. Mais l'échange demeure inégalitaire, ou plutôt ne remplira pas tout parce qu'il restera, quoi qu'on en veuille, marqué par la différence entre l'archiviste qui agit à partir d'une science et d'une mission et le déposant, habité d'une autre relation au document qu'il remet. 2.2. La valorisation. Même si l'action des établissements publics est importante et si le législateur, en main pays, donne aux archives nationales les moyens de soutenir les initiatives privées, un des éléments les plus notables en matière de valorisation des archives personnelles réside dans la part déterminante qui assure les associations et des centres privés. Il en existe de toutes les tailles, avec des objectifs très variés. Leur modèle peut être scientifique, comme dans le cas des archives Henri Poincaré à Nancy qui jouissent du statut de laboratoire et poursuivent le double objectif de valoriser des archives de la recherche et de travailler une histoire de la connaissance. Un autre exemple tient dans l'édition web, coordonnée par Anthony McKenna et Fabienne Vial-Bonacci, de la correspondance active et passive du philosophe Pierre Bell. Le site présente le texte et l'apparat critique de 587 lettres ainsi qu'une vue numérisée des manuscrits. Il est possible de rechercher librement un mot dans l'ensemble de la correspondance, d'afficher les lettres échangées entre Bell et un correspondant particulier, d'afficher les lettres d'une année ou d'une période déterminée. Un index des noms de personnes permet les renvois sur les occurrences des noms cités dans les lettres, et un glossaire propose des définitions des termes difficiles.
Le site propose également des portraits des principaux acteurs, des vues des lieux où vécut Pierre Bel, l'image des pages de titre de ses ouvrages, l'échantillonnage des écritures de ses correspondants et de petits films retraçant la vie du philosophe et l'édition de sa correspondance. Un autre modèle inscrit la valorisation des archives personnelles dans l'action éducative et l'aide socio-culturelle, éventuellement liée à des engagements militants. Des collectes, des constitutions, écriture de récits de vie, enregistrement de témoignages, et des mises en valeur de documents personnels visent ici à restaurer ou à créer du lien social, par exemple dans des territoires en difficulté, quartiers stigmatisés et régions industrielles sinistrées, ou auprès de populations immigrées en mal de représentation de soi. Dans certaines structures de soins, la médiation de l'archive peut servir aussi à consolider des identités psychiques fragiles. L'élément tenu pour le plus important dans ces actions est de donner la parole et de s'approprier des mémoires, sans souci prééminent des contenus des archives mises en jeu. La valorisation des inconnus sans qualité, acteurs et témoins ou observateurs attentifs, constitue aussi une motivation importante des associations de plus en plus nombreuses qui éditent et documentarisent leurs textes dans la visée d'écrire une histoire politique et sociale du quotidien. 2.3. L'émotion. Le pouvoir d'émotion des documents personnels est sans doute immémorial. Mais il se fait que l'on en use aujourd'hui de façon tout à fait délibérée. Dans leur présentation des travaux que le GIRA, groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique, lui ont consacrés, Sabine Ma et Anne Klein expliquent: les archives occupent de plus en plus de place dans les espaces publics et privés à des fins commerciales, éducatives, ludiques, commémoratives, artistiques ou à des fins de promotion institutionnelle, régionale ou nationale. Ce phénomène nous fait découvrir ou redécouvrir que les documents d'archives n'ont pas seulement le pouvoir de témoigner ou d'informer, mais aussi celui d'inspirer et d'émouvoir à partir d'une mise en scène et d'une appropriation réalisée par des gestionnaires, des artistes ou des citoyens. Les actes du 6e symposium du GIRA, mais aussi l'article que Yvon Lemay a conçu à l'occasion des Journées des Archives 2011, exposent les chantiers ouverts. Comprendre les ressorts de l'émotion suscitée par les archives, analyser les utilisations innovantes des documents d'archives et réfléchir aux conséquences sur la pratique et la théorie archivistique. Émotion, en réalité plurielle. Si l'on pense spontanément à l'émotion suscitée auprès des utilisateurs de l'archive, très nombreux et très variés, il vaut aussi la peine de se pencher sur les sentiments qui animent l'archiviste lui-même ainsi que le producteur d'archives, au moment par exemple où il cède ses documents. Anne Beauce, une ethnologue, a mené cette exploration dans plusieurs centres français. Elle montre de quelle manière dissemblable ce travail de l'émotion se manifeste chez chacun d'eux. C'est le moment aussi de considérer le plaisir intellectuel que procure le travail d'organisation d'un ensemble d'archives que Nathalie Heinrich appelle la joie que procure le beau esthétique, et François Burgy, le bonheur archivistique. L'émotion réside aussi dans la surprise. Au-delà de l'information que l'on recherche en ouvrant les dossiers, les archives ménagent parfois la découverte de ce que l'on ignorait complètement jusqu'alors. Ou encore, et c'est inestimable, elles révèlent le sens de réalité que l'on méconnaissait parce que l'on plaquait sur elles, un savoir a posteriori. Prenons l'exemple des années de l'occupation de la Belgique entre 1940 et 1944. Nos hypothèses souffrent souvent de ce que nous en connaissons l'issue, la libération. Mais ceux qui les ont vécues mois après mois, comment ont-ils imaginé l'avenir et leur devenir? Les adultes en charge d'une famille? Les jeunes garçons aux études? À quoi se préparaient-ils? Que leur disaient leurs professeurs, leurs parents, leur entourage? Comment en parlaient-ils entre eux? Leurs carnets et leurs correspondances consignent des sentiments et des paroles que l'on ne pourrait trouver ailleurs, et certainement pas dans les discours officiels ou la presse aux ordres. L'émotion toutefois court des dangers. Celui de l'instrumentalisation, comme le montre son usage par la publicité. Ou celui de son énervation, quand tout est image et que la saturation nous rend insensibles. Il se pourrait ainsi qu'il en advienne des archives personnelles comme des mémoires, les unes et les autres si proches d'ailleurs. Jean-Pierre Rioux pose ainsi: dans un monde où tout fait mémoire, il n'y a plus de mémoire. Nous sommes désormais dans un perpétuel présent où tout est à la fois créé et conservé. Il n'y a plus tri, hiérarchisation et cela rend les historiens très perplexes.
S'il n'y a pas de sélection, on arrive à un monde où tout fait mémoire. Autrement dit, à un monde où il n'y a plus de mémoire. Dans ce contexte, le patrimoine n'est plus cet échantillonnage de biens supposés précieux parce qu'ils viennent des pairs, mais un flux permanent. L'attention est plus que jamais en question. Au milieu de la profusion luxuriante et indéfinie, c'est elle qui devient le facteur le plus rare. Comment capter et retenir l'attention d'un lecteur, d'un auditeur, d'un spectateur potentiel pris dans un continuum numérique? La valorisation est tout sauf simple et unidimensionnelle. Quel est le sens d'une archive publiée sur l'Internet? Celui qui résulte du fait qu'un professionnel ou un groupe de spécialistes l'ont privilégié et choisi parmi un stock considérable? Celui qui tient à ce qu'un utilisateur l'a rencontré dans sa navigation? Celui qui accompagne l'intention de l'institution dans une posture de visibilité parfois un peu désespérée? Voyez ce que nous avons. Que connaissent bien les musées qui sont obligés de passer par la case esthétique pour justifier leur raison d'être tandis que le problème de la vérité intrinsèque des documents qu'ils montrent reste entier? Une maltraitance consiste aujourd'hui à réduire une archive à son image et la transformation des archives en objets de consommation ne produit rien in fine, sauf le pire, leur déclassement dans le banal, aussitôt entrevu, aussitôt oublié. 3. Les exposés. 3.1. Quelques aperçus problématiques. Jean-Daniel Zeller, archiviste principal des hôpitaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.